Alors, salutations à vous, ici le Comte de Montréal, pour une autre belle vidéo. Cette fois, on va essayer une formule. Milieu de la semaine, on va faire de la culture. Donc, on va parler toujours soit d'une série, ou encore d'un film, ou de livre, ou d'un événement culturel particulier. Donc, sur ce, bon visionnage. Ah, j'adore mon trailer. Alors, donc cette semaine, j'aimerais vous parler de deux choses, deux séries. Mon Dieu. On essaie de ne pas accrocher son meuble quand on enregistre. Donc, deux séries, en fait, de science-fiction que j'ai réellement une vraiment adorée et que je vous recommande, l'autre que je critiquerais. Je sais pas si je la recommanderais, ben j'ai pas vraiment besoin de le faire. Donc tout d'abord, The Expanse, super série, tout d'abord je crois produit par CW, qui ont ensuite annulé et sauvé de peu par Amazon. Et ce qui est vraiment cool de la part d'Amazon, c'est qu'ils ont vraiment été capables d'aller rechercher tout le casting et ils ont continué la série là où elle était rendue. Donc ça leur a permis de pas avoir deux séries parallèles l'une à l'autre qui commençaient au même endroit. C'était vraiment, vraiment super cool de la part d'Amazon. Si on pouvait avoir plus souvent des projets comme ça, même d'Amazon ou de n'importe quelle compagnie qui sauve des séries qui avaient un excellent potentiel, ce serait génial. La seconde que j'aimerais parler, qui est un peu, je vais passer un peu plus de temps à parler de celle-là, c'est bien évidemment le livre de Boba Fett qui, par ma foi, est vraiment pas de la qualité que ça devrait être, n'est pas du niveau de la plus grande franchise télévisuelle et surtout cinématographique du monde, qui est la franchise de Star Wars, qui vaut plus de 4000 millions de dollars quand même. Et on a en ce moment vraiment plusieurs séries et trucs qui sont plutôt de niveau de franchise importante mais mineure. Moi, je pense un peu plus, je catégoriserais tout ce qui est Donjon Dragon, Warhammer, même CW un peu. Donc, c'est-à-dire des studios qui ont des moyens, des compagnies qui ont des moyens, qui ont une base de fans, qui sont présentes depuis très longtemps, mais qui ont toujours comme un peu une limite dans leur qualité, qui est la limite financière. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont faire du stock de bon ou du très bon même parfois, mais ils pourront jamais faire de l'exceptionnel ou du incroyable ou repousser les limites, hein, parce que pour moi, Star Wars, c'est quelque chose qui est un espace pour la création cinématographique. Si on a beaucoup de choses à blâmer sur les prequels, sur les... Tu aimes le contenu plein de noblesse, d'intelligence et d'honneur de le conte? Tu veux évoluer comme un Pokémon et passer de paysan à citoyen? Alors, abonne-toi à la page. Tu crois même pouvoir devenir un baron et joindre ceux qui ont un sang bleu pâle? Alors deviens un patron. Pour le prix d'un café par mois, tu encourageras mon travail et les bénéfices seront la plupart du temps reversés dans la chaîne pour des entrevues ou des découvertes culturelles. Alors bonne fin de vidéo. La préquelle ou encore l'antépisode au Canada. Au Québec, probablement plus particulièrement parce que nous, on aime bien inventer des mots mieux que ce que nos cousins français font. Et donc, le livre, pour moi, Star Wars, c'est tout un environnement pour favoriser la création. Et donc, ici, les antépisodes avaient bien évidemment d'énormes problèmes au niveau de leur conception, autant scénaristique que l'exécution cinématographique. C'est George Lucas qui les a faites. George Lucas est essentiellement un businessman, mais aussi un scénariste et un créateur. Ce n'est pas un directeur, ça n'a jamais été un réalisateur. Et ça le sera... Ouais. Et ça le sera jamais. Mais cet homme avait énormément d'idées. Il cherche à toujours repousser. C'est un perfectionniste. C'est ça pourquoi il se permet d'ajouter des éléments quand il faut faire un remake. Donc là, ici, on a le livre de Boba Fett, qui est absolument à 1000 km même de
de ses idées d'innovation, de recherche et d'expérimentation. Il y a des tentatives de faire quelque chose de différent, mais il y a aussi énormément de ce qu'ils appellent contrecarrer les attentes du public. Et donc, au lieu de nous donner exactement ce qu'on s'attend à avoir, plus un petit bonus de création, on n'a jamais ce qu'on veut, en fait. Ils font toujours exprès pour nous donner le contraire de ce que nous voulons. Donc là, on se retrouve à avoir une série où il n'y a pas de grains de pellicule, ce qui est, à mon sens, extrêmement à ne pas recommander pour toute création de science-fiction, parce que la science-fiction nous demande déjà tellement de suspendre notre manque de croyance qu'il faut que tu nous aides un peu. Hein. C'est le principe qu'on appelle le suspension of disbelief, la suspension de l'incrédulité. Donc, c'est-à-dire que même mon incrédulité, je la laisse à la porte du cinéma, je rentre là, puis je crois à tout ce que tu me montres. Ben, il y a un moment où il faut que tu m'aides pour que je sois capable de faire ça. Il faut pas constamment que tu me mettes des trucs qui viennent ramener ma crédulité, qui manque de crédibilité aussi pour les personnages. Il faut que ce que je vois ait un minimum de sens et de consistance. L'une des façons d'être capable de faire ça pour aider votre public, c'est de faire que l'image garde son grain. Comme ça, le cerveau est toujours un peu il reste dans un état de rêve, puis il comprend que ce qu'il voit n'est pas réel, déjà à la base. On a une série où le personnage est censé être un crime lord. Là, quand on pense à crime lord, on pense à des films comme Scarface, à des films comme Le Parrain. Dans Le Parrain, c'est un personnage qui est un peu anti-héros. Surtout dans le troisième, il cherche à s'en aller de la mafia, il cherche à faire mieux, à ne plus être méchant. Il regrette les actions qu'il a faites quand il était parrain. Et la guerre, et le danger que ça l'a amené pour sa famille. Il y a une évolution chez le héros, mais il reste quand même un salaud. Puis à la fin, il perd tout, parce que c'est un gangster, puis c'est ça la justice, c'est un peu ça la logique du parrain. Mais là, ça n'a rien à faire. Vous avez un gars qui veut être un crime lord intergalactique, hein, by the way, interplanétaire, ça va être le plus grand crime lord de tous les crime lords de la planète de Tatooine, qui est déjà une planète où c'est censé être le refuge de tous les plus grands criminels de la galaxie. Et le gars, il veut gérer ça en étant gentil, en demandant à... Ok, c'est quand même concept. Je suis désolé, mais moi, c'est sûr et certain que ma crédibilité va rester là si tu essaies de me vendre le concept d'un gangster qui est gentil. Un gangster qui fait de la gentillesse dans une logique de communication parce que c'est un pourri puis que tout est une question d'intérêt pour lui, ça fonctionne un peu comme les gangsters de New York, mais pas là. Là, ça fonctionne pas. On a un acteur qui est, mon Dieu, un acteur de série B, là, Marbois, mais peut-être acteur de série C, là. Je l'aime bien, il est bien sympathique, le monsieur. Monsieur Temura, mais Monsieur Temura, c'est pas un bon acteur, c'est quand même une planche. Non, encore rien. Il arrive avec des espèces de bikes Vespa, tout à fait out of place, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment pas, là, c'est des scooters de l'espace, qui ont les couleurs derrière des Teletubbies, qui ont des réflecteurs, des enjoliveurs, puis des réflecteurs. Pourquoi? Moi qui vis à l'an 30 000 ou 20 000, là, c'est à peu près ça, là, de Star Wars, l'an 20 000, depuis la Grand Hyperdrive War. Peux-tu m'expliquer là, comment ça se fait que les enjoliveurs, c'est pas, puis que les réflecteurs, c'est pas quelque chose qui n'existe plus depuis très longtemps, là. Même nous, ça fait 100 ans là, qu'on a des autos, puis on a déjà commencé à mettre des caméras au lieu d'avoir des miroirs, là. Fait qu'imaginez dans 20 000 ans, il n'y aura pas de miroir après des Vespots, pas du tout. Ça, c'est un autre aspect. Scénaristiquement, ça fonctionne pas. Écoutez, c'est pas compliqué. Moi, votre humble serviteur est un étudiant en relations publiques. Et donc, nous, c'est ça qu'on fait en relations publiques. On raconte des histoires pour chercher à vous convaincre et à vous amener à avoir ou à changer certains comportements. Ou à prendre action, ou à penser telle chose. Et c'est une affaire qu'on apprend. C'est la meilleure histoire, c'est toujours la même histoire. C'est l'histoire de Gilgamesh. C'est l'histoire du héros.
l'histoire de Hercule, c'est l'histoire de celui qui veut combattre quelque chose de beaucoup plus grand que lui-même, qui va aller l'essayer au début de l'histoire, qui va pas être capable et qui va se retrouver à devoir traverser de nombreuses épreuves. Au travers, souvent, ces épreuves-là, il va rencontrer un sage, un maître, ou il va trouver un outil, il va devoir remplir 10 épreuves pour se rendre après ça à l'étape finale où il va pouvoir de nouveau réaffronter ce grand ennemi qu'il avait au début et revenir au point de départ, mais en mieux. Revenir à la situation où il a gagné contre les intempéries. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire de la vie de tout le monde. C'est pour ça que c'est une histoire que l'on aime tous et à laquelle on peut tous adhérer. C'est pas existant ici. Là. On n'a pas un petit peu, mais pas beaucoup. Et surtout mal fait. C'est-à-dire que c'est un processus qui devrait prendre toute la première saison. On commence avec un Boba Fett vraiment méchant, acerbe, fermé d'esprit. Exactement comme ce qu'ils ont fait dans The Mandalorian, c'est ça qui est incroyable à voir. Et tranquillement, le personnage s'améliore et finit par vraiment évoluer puis devenir gentil. Ou changer ses façons de faire, mais même encore, on ne croira jamais à un gangster qui est trop gentil. Gangster, ça reste quelqu'un qui est tough. Donc tu peux être righteous, tu peux avoir beaucoup de droiture, de grandeur, d'honneur. T'es pas obligé d'être fluide pour autant, t'es pas obligé d'être un petit sensible, hein? Tu peux dire je t'aime! Toi, je t'aime! Hein? T'es un gros barbare, mais c'est pas grave! Ah, je t'aime, toi! Hein? Pas obligé de dire non, mais nous on vous aime, tu sais, vous êtes les plus beaux, Kalinours et Arc-en-Ciel. Non, pas besoin. Tu peux faire quelqu'un qui a de la virilité tout en étant respectueux d'un certain code d'éthique que tu veux respecter, puis en étant family friendly. Mais c'est aussi notamment parce que toutes les shows, et ça, je vais faire des vidéos à propos de ça pour débunker plusieurs visions du féminisme. Ne vous inquiétez pas, votre humble serviteur est un féministe, mais comme les orthodoxes et les catholiques, il faut, entre religieux, être capable de se parler sur la nature même de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est-il plus humain ou le Saint-Esprit est-il plus Dieu? En fait, c'est la même chose. Est-ce que le féminisme doit être plus comme ça ou le féminisme doit être plus comme ça? Ce qui est important, c'est de vouloir considérer que les femmes font partie intégrante de la société et ne doivent plus être rejetées des systèmes de pouvoir ni endoctrinées dans un système d'oppression. Ça, c'est la phrase de base. Si vous êtes pour ça, vous êtes un féministe. À partir de là, toutes les applications, comment ça se fait, si des religieux comme des catholiques, des orthodoxes étaient capables de parler de la nature de Dieu et de l'homme, et de qu'est-ce que leur religion cherche à amener, j'estime que des intellectuels qui sont féministes sont capables de faire le même genre de discussion et de chercher à voir où devraient être les nuances. Bon, je viens de remarquer que ma caméra était merveilleusement croche durant pratiquement toute cette vidéo et je remarque que mon câble à gauche est un petit peu croche. Bon, peu importe. Vous faites les commentaires. Merci pour tous ceux qui sont restés jusqu'à maintenant à la vidéo. Surtout, là encore, n'oubliez pas d'aimer ma page sur Facebook et sur YouTube. Donc, pour faire très court, je ne veux pas prendre trop plus de temps, parler très rapidement des Expand, donc qui est tiré d'une série, je crois, de 6 ou 8 livres. Donc, l'histoire, en gros, c'est que l'humanité trouve un truc extraterrestre et ce truc extraterrestre finit par construire un portail qui donne accès vers d'autres portails un peu partout à l'univers. Donc l'Expanse, c'est la nouvelle expansion de l'humanité. On est à l'an environ 2300 et l'humanité s'est déjà étendue sur Mars et sur la ceinture d'astéroïdes. Donc, elle est divisée vraiment en 3 grandes factions, c'est-à-dire les Earthers, les gens de la planète Terre, les gens de la planète Mars et les gens qui sont plutôt des miniers ouvriers à tendance socialiste, pirate, anarchiste, opprimés aussi. Donc, eux, c'est des gens très pris dans des systèmes d'oppression. Il y a un parallèle à faire, bien évidemment, avec notre société, où c'est un peu comme l'Afrique de l'espace, en fait. Donc, toute la dynamique qui se passe, c'est une rivalité entre Mars, qui est un peu plus l'État autoritaire, la Terre qui est la démocratie providentielle mais quelque peu incompétente à être capable de s'assurer que tout le monde vit vraiment dans les meilleures conditions de leur vie, et vous avez la société opprimée, révoltée, fâchée, débelter. Donc c'est déjà une dynamique super intéressante, mais là vous ajoutez un élément par rapport à ça, et l'exécution de la série elle est géniale. Là vous voyez, il y a du grain de pellicule, mais il y a aussi des éléments
éléments scientifiques, un grand respect du livre. C'est de valeur parce qu'il y a énormément d'éléments qui ont dû être coupés à cause que c'est pas une série qui a beaucoup de budget, mais ils ont vraiment optimisé le plus possible leurs dépenses. Le jeu d'acteur est génial, les environnements sont beaux. Vraiment, je vous le recommande si vous êtes capable d'aller même vous abonner à Amazon, peut-être juste pour encourager cette série-là, du moins aller l'aimer sur Facebook. Au-delà de ça, je vais vous souhaiter une bonne journée et merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. On se revoit à la prochaine et passez une bonne journée.